Bonjour, bienvenue à tous donc dans ce grand débat sur les branches de la sécurité sociale. Comment transforme-t-elle la e-santé en un oasis, on l'espère, en tout cas pour les citoyens. Comment les acteurs publics qui financent le système de santé évoluent-ils en France? Mais on ira également dans cette session faire un petit saut du côté de la Catalogne. Quelles sont les initiatives en cours pour développer l'usage du numérique, développer les outils de santé digitale et soutenir les entrepreneurs dans ce domaine. Et pour ça, on a la chance d'avoir aujourd'hui à Castres les trois principales branches françaises de la sécurité sociale concernée. La branche maladie, tout d'abord, qui vient de créer son propre département télésanté et innovation, dont la chef est Laurie Sofiati, qui malheureusement, pour des raisons de santé, et surtout d'heureux événements, n'a pas pu être présente avec nous ce matin. C'est vous, Artus de Cormis, qui avait la lourde tâche et responsabilité de la remplacer. Vous êtes directeur de cabinet à la direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie. Autre branche majeure, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui gère entre autres les retraites. Frédéric Garlot, bonjour. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Vous êtes directrice de l'action sociale à la CNAV et on évoquera avec vous Vivalab, entre autres, qui est votre accélérateur de projets innovants en e-santé à destination des seniors. Et puis, troisième branche importante, présente avec nous ce matin autour de cette table avec Hélène Paoletti, la branche autonomie. Donc, c'est la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. On verra ce que vous faites, entre autres, à propos du handicap, puisque ça fait partie des champs sur lesquels vous exercez. Un assureur privé également ce matin avec nous, juste à côté de l'État, le Crédit Agricole, qui a ses propres structures d'assurance collective pour les entreprises, avec tout de même 1 300 000 personnes qui en sont bénéficiaires, 35 000 entreprises adhérentes et un développement, vous allez le voir, de politiques d'accès aux soins sur les territoires, autour de ces caisses locales du Crédit Agricole. Développement de cette politique avec des outils, des solutions digitales. Vous nous expliquerez lesquelles, Kevin Brunier, pour vous qui êtes directeur adjoint des assurances collectives chez Crédit Agricole Assurance. Et puis, c'est aussi l'un des buts et l'un des gènes dans l'ADN de cette université de la e-santé, c'est d'aller voir ailleurs comment les choses se passent, et on ira pour cela en Catalogne. On a le bonheur d'avoir avec nous ce matin notre voisin catalan, Joan Guanyabens, qui est directeur de la fondation TIC Salut, qui est un organisme public qui dépend du département de la santé, du gouvernement catalan, et qui promeut donc les technologies digitales dans le monde de la santé en Catalogne, chez les patients comme chez les professionnels. Et on verra très clairement avec vous le plan que vous avez établi pour les prochaines années. Artus de Cormis, alors je rappelle pour entrer directement dans le sujet, si je ne me trompe pas, mais je sais que vous allez me corriger immédiatement, que le budget de l'assurance maladie en France est 244 milliards d'euros et très souvent, chaque année, nous avons la discussion avec le public en face de nous, de nombreuses start-up, entreprises qui ne comprennent pas pourquoi des solutions de e-santé qui sont géniales, qui sont développées, qui sont mises en avant, pourquoi ces solutions ne sont pas plus remboursées que cela, et elles vont se tourner automatiquement vers l'assurance maladie. Ils vont dire pourquoi vous ne remboursez pas plus facilement du digital. Alors moi j'anticipe déjà les questions du public et je vous pose, parce que je sais qu'elle va venir, directement la question. Alors bon, c'est une très bonne question, c'est vrai qu'on nous la pose souvent. Je précise tout d'abord que l'assurance maladie ne décide pas seule des produits qu'elle va rembourser. C'est la HAS qui évalue les produits de santé, que ce soit les médicaments, les dispositifs médicaux, qui les évalue dans ses commissions. Et ensuite, une fois qu'ils sont évalués et qu'ils sont autorisés pour inscription sur la LPPR, la liste des produits et des prestations remboursables, c'est là que le travail d'évaluation du prix commence. Mais ce travail ne commence que si la HAS a donné le feu vert sur une mise sur le marché d'une innovation. Il y a énormément d'innovations dans la santé numérique. On estime qu'il y a à peu près 350 000 outils numériques qui répondent à de très différents besoins, qui sont de très différentes natures, sur des champs qui ne sont pas forcément directement des services utilisés par les usagers du système de santé. Il y en a qui sont directement pour les professionnels de santé, qui passent un peu plus sous les radars, mais qui sont très importants aussi, qui n'ont pas du tout vocation à être remboursés par l'assurance maladie. Mais pour les outils qui ont potentiellement vocation à l'être, qui sont directement utilisés par des assurés, par des patients, eh bien,
bien là, effectivement, il y a ce processus de remboursement qui passe d'abord par la HAS et ensuite par l'assurance maladie. Et il faut passer par ces étapes-là avant d'en arriver au remboursement. Et la précision, elle est vraiment importante. C'est la HAS, Haute Autorité de Santé, qui va décider si on est dans un dispositif médical qui va donc être remboursé par l'assurance maladie. Néanmoins, vous avez quand même un petit peu votre mot à dire dans cette histoire. Est-ce que c'est ce travail que vous faites donc, dans ce nouveau département qui s'appelle Télésanté et Innovation ? Tout à fait, c'est l'objectif de sa création, parce que historiquement, l'assurance maladie, elle a 4 grands rôles dans le secteur de la santé numérique. Elle est financeur. Une fois que tout a franchi les étapes, une fois que c'est inscrit sur la liste des prestations et des produits remboursables, eh bien on rembourse, donc on finance. Elle est aussi opératrice, l'assurance maladie, de services numériques. Il y a Mon Espace Santé, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est la plaque tournante de toutes les innovations numériques. Ça doit être le vaisseau amiral du virage de santé numérique. Il est développé en propre par l'assurance maladie. On a un rôle de régulateur et c'est là qu'on a principalement ce travail qui est fait avec la HAS, avec la délégation du numérique en santé, avec tout l'écosystème institutionnel et bien sûr au contact de tous les professionnels avec lesquels on a des échanges réguliers, tous les innovateurs, les entrepreneurs qui poussent tous les jours les limites de ce qu'on sait faire et qui inventent des nouvelles choses, qui questionnent les modes de prise en charge traditionnels. Et c'est dans cet échange permanent qu'on essaie de définir une stratégie, de prioriser, déjà de catégoriser, je dirais, de catégoriser toutes les innovations, ensuite d'identifier les aires qui sont les plus prometteuses, de voir quels sont les potentiels énormes, parce qu'ils sont indéniables, de ces outils numériques, et ensuite de définir les bons critères qui vont permettre d'évaluer ces outils dans chaque différente case et de se dire qu'une innovation dans un champ précis, elle répond à certaines normes de sécurité, de qualité médicale, ça c'est très important, et donc, in fine, elle sera à même de passer toutes les étapes et d'être admise au remboursement pour celles qui méritent de l'être ou diffusée dans la pratique, utilisée par les professionnels de santé. Question très pratico-pratique, qui peut s'adresser ou rentrer en contact avec votre département Télésanté Innovation? On a beaucoup de start-upers, d'entreprises ou autres dans cette salle. Est-ce qu'ils doivent venir vous solliciter directement ou est-ce qu'il y a des sas, des paliers de décompression avant d'arriver jusqu'à vous? Alors, on essaye de permettre toujours un accès direct à ce département. Il a été créé pour être un interface entre tout l'écosystème de la santé numérique et l'assurance maladie, en mettant de côté la partie Mon Espace Santé, mais vraiment pour tous ces autres acteurs, toutes ces autres solutions qui sont extrêmement nombreuses. C'est un département qui est jeune et qui reste encore modeste et qui certainement n'est malheureusement pas encore en capacité de répondre à toutes les sollicitations. Mais on essaye. Vous êtes combien dans le département d'ailleurs? Département, aujourd'hui, il y a 5 personnes. Donc c'est un département, mais après ils ne sont pas tout seuls, on travaille en coordination avec toutes les équipes de l'assurance maladie. En revanche, il y a un réseau de l'assurance maladie qui est assez considérable, puisqu'il y a des caisses primaires dans chaque département, et que ces caisses primaires, elles répondent déjà à beaucoup de questions d'entrepreneurs, à beaucoup de questions d'usagers. Elles font déjà ce travail de réponse. Le but du jeu pour nous, c'est que ce département il puisse coordonner une réponse territoriale à toutes les questions qui peuvent venir, que la doctrine elle soit définie, qu'on ait des réponses bien balisées à donner aux entrepreneurs, quelles que soient leurs questions et quelles que soient leurs innovations, et qu'ensuite le réseau de l'assurance maladie puisse prendre toute sa part dans cet échange permanent, parce que c'est sûr qu'avec 5 personnes, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Ouais, ça s'entend bien. Donc un département en tout cas où la porte est ouverte, si j'entends bien les choses, vous pouvez recevoir des projets, entendre des projets. Un département qui est aussi proactif, vous n'êtes pas que dans la réception, vous émettez des envies, vous émettez des réflexions. Je sais qu'en ce moment, chez vous, parmi les grands domaines de réflexion, il y a les thérapies digitales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur quoi vous réfléchissez ? Oui, c'est vrai que l'assurance maladie, elle contribue aussi à la réflexion collective sur le numérique en santé, entre autres. On a un temps fort qui d'ailleurs est imminent pour cette année, c'est la production de notre rapport chargé-produit, qui est le rapport que l'assurance maladie produit tous les ans et qui contient un certain nombre d'analyses et de propositions. Et il a cette année, donc c'était un peu en avant-première que je vous dis ça, parce qu'il est en train d'être finalisé, sur le champ de la santé numérique, porter des propositions autour de 2 catégories d'outils. Alors les thérapies digitales, je pense que c'est intéressant d'en parler prioritairement, parce que c'est justement des produits qui auraient vocation à être potentiellement remboursés un jour par l'assurance maladie. Ce qu'on appelle thérapie digitale, c'est une application, ça peut aussi être un dispositif médical avec une application qui contient du contenu médical et qui va d'une certaine manière être comme un offreur de soins digitalisé et numérique.
Prenons un exemple, la santé mentale dans le champ de la dépression. Il y a pas mal d'outils qui existent, qui sont très intéressants. C'est d'ailleurs parmi les premiers outils qui ont commencé à demander à la HAS d'être remboursé, d'accéder au remboursement, qui permettent à un patient qui peut souffrir de dépression de trouver un certain nombre de contenus médicaux de grande qualité pour faire comme une forme de thérapie qui ne serait pas avec un professionnel de santé, un psychiatre ou un psychologue, mais directement sur son smartphone. Toute la question pour nous, sur ces outils-là, elle est de valider la qualité du contenu médical. Ça, c'est le travail de la HAS. C'est la HAS qui doit se prononcer ensuite pour dire oui, on a une véritable valeur ajoutée médicale pour ces thérapies digitales. Une fois qu'on a fait ces étapes-là, se pose la question du modèle économique et de l'intégration de ces outils dans les usages. Puisque on pourrait se dire que les thérapies digitales, c'est une opportunité formidable parce que ça peut être complémentaire de l'intervention d'un professionnel de santé, que ça peut être un contact pour un patient qu'il a en permanence dans sa poche. Et quand on a dans un contexte de raréfaction de la ressource médicale, eh bien, si on a des très bons outils numériques qui viennent un peu en complément des professionnels de santé, ça nous semble être très vertueux pour les patients, pour les professionnels de santé. Il ne faudrait pas qu'elle se substitue à cette offre physique. Il ne faudrait pas que les patients s'autonomisent avec des applications, surtout si elles n'ont pas été évaluées, et qu'ils fassent leur propre thérapie sur des outils comme ça qui se baladent dans la nature. Ça nous paraît être un risque. Donc entre l'opportunité et le risque, il faut qu'on avance sur ce chemin de crête qui va aller peut-être, si on a de bons outils, vers le référencement. Je reste justement sur cet exemple que vous nous donnez d'application de thérapie digitale, de suivi de personnes en santé mentale, en dépression par exemple, et vous me dites que ça ne doit pas être décorrélé en fait, d'un suivi physique de la personne. Est-ce que ça veut dire que votre modèle de remboursement là-dessus est en train d'évoluer? Alors, je dis n'importe quoi, mais est-ce que vous allez donner un petit supplément de remboursement pour acquérir cette application à condition d'avoir un suivi qui est déjà établi et lancé par un professionnel? Est-ce qu'on va avoir un remboursement sur l'abonnement à cette application, sur l'achat de cette application? Comment vos modèles de remboursement sont-ils percutés, interrogés, et est-ce que vous avez les pistes vers lesquelles vous souhaitez évoluer? Alors ça dépend aussi de comment les innovateurs ont conçu leurs solutions. Il y en a pour qui c'est du libre accès, il y en a pour qui c'est des abonnements. Souvent sur les thérapies digitales, c'est un abonnement. La question va donc être de savoir si on peut rembourser, nous, cet abonnement pour qu'il ne soit plus à la charge du patient. Et là, il faut qu'on puisse effectivement travailler à un circuit optimal de prescription et d'utilisation, un peu comme un médicament, est délivré sur prescription médicale et avec une certaine posologie. Et on pourrait donc adapter cette logique aux outils numériques. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on travaille et qu'on pousse nos réflexions avec les entrepreneurs, en se disant que je reste sur le champ de la santé mentale et du traitement de la dépression. Je vais voir un médecin ou un psychiatre, en tout cas un médecin qui va m'accompagner dans mon processus. Celui-ci pourrait me prescrire une thérapie digitale. Et ensuite, il faudra qu'on travaille avec les innovateurs, les industriels, celui qui produit cette solution pour qu'il puisse activer un paiement gratuit, ou en tout cas qu'on puisse nous rembourser directement l'assuré pour le coût de cette prestation. Ça se passerait de cette manière-là. Mais c'est un modèle spécifique. Il y a plein d'autres modèles qui sont très différents pour les patients, où on achète un dispositif médical et à ce moment-là, ce n'est pas un abonnement, mais c'est quelque chose à payer en une fois. Je pense à une balance connectée, par exemple. C'est quelque chose aussi qui a vocation à terme à être remboursé, et on avance bien sur le sujet avec la HAS. Il y a autant de modèles de financement qu'il y a de solutions. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de stabiliser les cas d'usage, de voir dans quelle mesure ça s'intègre bien, selon nous et selon la HAS, dans les pratiques, pour adapter le modèle de remboursement. Mais normalement, on sait faire pas mal de choses en termes de remboursement. Donc, une fois qu'on a franchi ces étapes, on trouvera les solutions. Et ça veut dire que vous allez quand même devoir jongler avec une complexité beaucoup plus forte que celle que vous avez connue. Pour l'instant, on était sur un paiement à l'acte. Je veux dire, c'est assez simple à gérer derrière. Si vous nous dites à chaque dispositif médical, digital, on doit trouver la solution, le modèle de remboursement, la complexité devient plus forte. Oui, c'est vrai, mais c'est une complexité avec laquelle on a l'habitude de travailler depuis maintenant 2018 et le lancement de l'article 51, qui travaille, je ne sais pas si vous savez bien ce que c'est que l'article 51, mais c'est une innovation qui a été apportée par la loi de financement de la sécurité sociale en 2018 et qui permet d'expérimenter des modes de prise en charge. On va payer à l'épisode de soins et non plus à l'acte. Donc, par exemple, des infirmiers peuvent se regrouper entre eux et décider, au lieu de suivre des patients et de faire des actes les uns après les autres, de travailler autour des patients, de se remplacer, d'avoir un suivi qui est peut-être plus continu, plus permanent, et ensuite d'être rémunéré non plus sur une somme d'actes, mais sur un forfait global qui doit solvabiliser tout cet accompagnement et aussi la coordination. Les paiements par forfait, ça marche dans certains cas.
On voit parfois aussi que ce n'est pas forcément efficient. On essaye d'avancer par étapes. Il y aura pas mal d'innovations article 51 qui vont être généralisées, donc elles vont rentrer dans le droit commun, et on va être capable de payer au forfait. Et on sera capable de payer au forfait pour les dispositifs médicaux. Je suis sûr qu'on le fait déjà sur pas mal de choses où on a, par exemple, des patients qui font... je donne un exemple, des hémodialyses à domicile, ils ont un remboursement de leur machine, mais ils ont aussi un remboursement de tous les consommables de cette machine. Donc finalement, c'est des paiements qui viennent un peu en continu. Ça pourrait être un peu la même logique pour un abonnement à une thérapie digitale. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, votre relation avec les innovateurs en matière de santé digitale change dans le sens où est-ce qu'en plus d'être innovant en santé, vous leur demandez de venir avec, pourquoi pas, un business model qui soit déjà plus ou moins précis? Alors je pense, parce que je la vois au fond de la salle, à Erin Rapti, qui est une innovatrice allemande, qui nous a brillamment présenté hier après-midi un dispositif spécifique aux femmes avec de la détection salivaire chaque jour pour vérifier sa fertilité, entre guillemets, les taux d'ovulation, et pour des femmes qui sont en difficulté pour avoir des enfants, un dispositif tout simple à la maison. Et qui nous disait, le système français, il est assez complexe pour nous pour l'approcher. Si elle vient vous voir demain, est-ce qu'elle doit venir avec déjà le business model en disant c'est lié à des consultations de gynéco en hôpital ou autre, c'est ceci ou c'est cela? Est-ce qu'aujourd'hui, la demande vis-à-vis des entrepreneurs, elle est encore plus importante qu'il y a 5 ans? Je ne sais pas si on dirait que c'est une demande, mais c'est certainement un atout majeur, en tout cas, que d'arriver en ayant déjà répondu aux questions que le régulateur de santé va se poser. Évidemment, plus on arrive avec des preuves cliniques d'efficacité, une réflexion sur l'intégration dans l'offre de soins, ce qui équivaut donc à avoir fait un business model qui prend en compte les règles d'intégration dans l'offre de soins, le mieux c'est. Mais on est aussi là pour travailler tous les jours avec les entrepreneurs, c'est l'objectif aussi de ce département, pour expliquer comment les choses fonctionnent, pour orienter, on est là pour répondre. Ça peut se faire très en amont du processus. Quand on a une idée, parfois on ne sait pas exactement à quelle porte taper. Il y a un guichet qui a été créé par la délégation du numérique en sexe qui s'appelle le guichet Genius, qui permet normalement de répondre à pas mal de questions. Et puis après, ce guichet va réorienter vers les bons acteurs. Et pour la question du modèle médico-économique, qui repose donc beaucoup sur le remboursement, l'accès au remboursement ou la solvabilisation par tout ce que l'assurance maladie peut être amenée à financer dans le système de santé, ces questions-là, on peut se les poser en amont. Si on veut arriver devant la HAS, c'est mieux d'arriver en ayant répondu à ces questions pour avoir plus de chances de passer et d'être autorisé à être ensuite remboursé par l'assurance maladie. Là aussi, où est-ce que vous en êtes de vos réflexions? Alors, je prends un autre sujet qui est sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui peut traiter un certain nombre de clichés de toutes sortes assez rapidement. On est encore sur des paiements à l'acte, c'est encore lorsque des humains font ce travail. Est-ce que vous avez fait évoluer votre business model? Vous êtes en train de le faire évoluer? Alors nous, je ne sais pas si on fera évoluer notre business model. On va essayer de faire en sorte qu'ils suivent peut-être les bons business models selon nous, et s'il y a des petites évolutions, oui, on essaiera d'y réfléchir. Pour autant, sur le sujet des outils d'intelligence artificielle reposant pour aider à fiabiliser les diagnostics, on a pour le moment beaucoup d'outils très différents. Donc la première question pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va faire du diagnostic autonome. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît presque un petit peu trop avant-gardiste d'une certaine manière, parce qu'un diagnostic, ça reste un acte médical. Je pense qu'il faut qu'il reste toujours un professionnel de santé qui pilote le diagnostic, qui est responsable de l'accompagnement d'un patient. L'outil doit venir l'aider. Donc, par exemple, un système, je pense à des systèmes de lecture de clichés de fond d'œil qu'on voit à peu près partout en Europe aujourd'hui. On en a eu des présentations ici, Espagne, États-Unis, où en une seconde sur un fond d'œil, l'ordinateur vous dit s'il y a un risque majeur de DMLA, de rétinopathie diabétique ou de certaines pathologies spécifiques à l'œil, et on n'a plus besoin d'attendre des mois et des mois pour un rendez-vous chez un ophtalmo. On le peut faire simplement. Et ces dispositifs existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Vous êtes encore en réflexion là-dessus ? Non, en fait, c'est la question que vous posez, c'est est-ce qu'on pourrait avoir des patients qui se font examiner par des machines directement? Est-ce qu'on est à ce niveau-là d'acceptabilité de la santé numérique et de son potentiel? Ça l'est ailleurs dans le monde. Oui, mais écoutez, moi je pense en tout cas pas trop m'avancer en disant qu'on est en France assez attaché au diagnostic quand même clinique d'un clinicien. Il y a un moment, il y a une responsabilité médicale qui se porte sur un diagnostic. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est que ces outils ils soient utilisés rapidement par les professionnels pour qu'ils puissent aller plus vite. Ça veut dire, alors je reviens là-dessus, on ne va pas y rester 3 heures, mais quand même pour avoir le fond de votre pensée, ça veut dire par exemple sur la rétinopathie diabétique, où un diabétique logiquement devrait faire au moins 2 fonds d'œil par an pour s'assurer qu'il ne va pas vers la cécité.
l'obésité, et ça se soigne extrêmement bien d'ailleurs comme maladie, si c'est pris suffisamment en amont. Or, on sait aujourd'hui qu'il faut des mois. Quand on trouve un ophtalmo qui accepte encore sur certains territoires, et pas que des territoires ruraux, de vous prendre dans sa patientèle, donc on préfère attendre encore, laisser la personne attendre des mois et des mois et des mois pour avoir un rendez-vous, alors que dans une petite cabine, en 5 secondes, elle peut avoir ce diagnostic, même 10 fois dans l'année si elle a envie. Et si la machine se trompe, qui est responsable? Si le diagnostic est déclaré bon, je pense que l'intelligence artificielle, elle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Elle doit venir en complément. Est-ce que les ophtalmos peuvent s'organiser différemment, utiliser ces outils, travailler en réseau, partager des bases de données d'images, avoir une première alerte peut-être grâce à ces outils d'intelligence artificielle pour regarder en priorité celles où on leur annonce qu'il y a potentiellement un risque, pour avoir un diagnostic qui est plus rapide, pour pouvoir se remplacer un peu les uns les autres dans ce diagnostic-là, sans doute, et c'est plutôt à ça qu'on réfléchit. Mais avoir d'une part des ophtalmologues qui font des diagnostics par eux-mêmes et d'autre part des outils d'intelligence artificielle où on va dans une cabine, ça ne nous paraît pas être un bon système de santé. L'ophtalmologue ensuite il organise la prise en charge, il fait en sorte que le patient soit bien orienté dans le système de santé. Je ne suis pas sûr qu'une cabine avec même le meilleur outil d'intelligence artificielle du monde arrive à coordonner une prise en charge pour un patient. Vous avez cité les thérapies digitales en premier axe d'intervention. Second axe, puisque vous me disiez qu'il y en avait deux. On a parlé aussi de... voilà, c'était justement ce sujet-là, les outils d'innovation, d'aide au diagnostic reposant sur de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une vraie révolution qui est en train de se jouer. Je comprends qu'il y ait une forme d'impatience des entrepreneurs qui ont l'impression que ces outils sont disponibles depuis longtemps, que les choses pourraient bouger beaucoup plus vite. Il faut se dire que c'est quand même en train de bouger grandement et que les professionnels de santé, ils s'organisent, ils sont au courant de ces outils, ils les utilisent. Mais il faut qu'on trouve la bonne manière de s'insérer. Moi, ce que je pense, et je parte ici un peu la parole du département télésanté et d'innovation numérique, mais c'est un avis qui n'est pas encore extrêmement formel, c'est une réflexion qui est en cours. Si je reviens sur peut-être pas les fonds d'œil, mais la radiologie, ou plutôt les lames de biopsie, l'anamopathologie. Aujourd'hui, il y a des machines qui font des numérisations à très 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 haute qualité de ces lames de biopsie et qui permettent là aussi de faire des volumes énormes et d'avoir très rapidement beaucoup d'analyses qui sont faites avec un très haut niveau de fiabilité. C'est vrai. Et ça, je pense que ça va complètement révolutionner la manière dont on organise l'anamopathologie en France. Maintenant, il faut que, je l'ai dit, c'est vrai pour les ophtalmos, c'est aussi vrai pour les radiologues. Ce sont eux qui doivent avoir le dernier mot, qui doivent poser un diagnostic. Ça reste un acte médical qui doit être fait par une personne. Donc, il faut qu'on réfléchisse à la manière d'intégrer ces outils et peut-être de les financer. Parce que si on accélère très vite le diagnostic avec ces outils, ça va permettre d'une certaine manière aux radiologues, s'ils s'organisent différemment, de faire beaucoup plus de volume et donc, par la somme des actes, de rembourser les investissements qu'ils auraient pu être amenés à faire pour investir dans ces outils d'intelligence artificielle. C'est un peu le sentiment qu'on a depuis le début, depuis ces 2 journées d'université. Vous dites, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est prêt, et le professeur Antoine Piot nous le rappelait encore dans la table ronde précédente, le patient, il est prêt. Enfin, est-ce que le patient était prêt à la téléconsultation? Il y a eu le Covid, les patients, ils étaient tous prêts à la téléconsultation. Et il dit, aujourd'hui, moi, mes jeunes internes, ils rigolent même en me disant mais comment est-ce que le système de santé n'est pas allé plus vite dans cette histoire? Le patient est prêt, le patient est demandeur. Il y a une offre de soins aujourd'hui qui est difficile et qui est tendue non seulement sur pas mal de territoires et sur pas mal aussi de typologies de population, et on a le sentiment que ça freine parce que culturellement, certaines parties des professions de soins où l'État n'arrive pas à avancer. Sur la téléconsultation, je pense que ce n'est pas culturellement que ça freine, c'est empiriquement. Parce que moi, je ne fais pas du tout le même diagnostic. Nous, ce qu'on observe sur les données de la téléconsultation, c'est qu'il y a à peu près 10% des patients qui ont eu recours à de la téléconsultation. Donc, ce n'est pas une grande majorité. Il y en a quand même 90 qui n'ont jamais eu recours. Que ceux qui sont le plus éloignés du système de santé, dans les territoires ruraux, les personnes âgées, souvent, ce sont ceux qui ont le plus de mal à s'approprier ces outils numériques. Donc, est-ce qu'ils répondent vraiment aux déserts médicaux? Je ne pense pas, non plus dans la mesure où les premières études qu'on voit montrent que 70% des patients qui ont téléconsulté sont plutôt des jeunes urbains qui changent toujours de plateforme. Et c'est principalement cette demande-là à laquelle répond la téléconsultation, en tout cas sous son organisation en termes de plateforme, avec ces plateformes qui permettent d'avoir une consultation quasi immédiate. C'est plutôt à ce besoin-là de santé qu'elle répond qu'au problème des déserts médicaux. Donc c'est un outil, oui, ça peut être très intéressant, la téléconsultation, dans le bon cadre, si c'est organisé de manière territoriale, si ce n'est pas une activité qui est majoritaire pour le professionnel de santé.
il peut suivre des patients qu'il voit régulièrement, il peut les suivre de chez lui à des horaires qui vont mieux aux patients, il peut faire des consultations qui sont plus courtes, qui évitent des déplacements inutiles. Donc oui, ça répond à beaucoup d'enjeux, mais attention à ne pas en faire non plus la panacée, parce que dans les faits, ce qu'on observe, c'est que la téléconsultation répond plutôt à un nomadisme médical qu'à un problème d'accès aux soins. Et juste, alors, question pour finir sur la téléconsultation, parce que ça fait aussi partie des thèmes que l'on aborde depuis 2 jours, cette chute, vous dites, de la téléconsultation. Et ce chiffre que vous nous donnez, grosso modo, 70% des téléconsultations sont des jeunes urbains. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, après tout, bah oui, mais c'est aussi la manière dont ils vivent aujourd'hui, c'est la manière et la demande qu'a cette génération. Et est-ce qu'on ne pourrait pas partir là-dedans plutôt que le médecin traitant, le rendez-vous physique, et changer un peu sa manière de voir les choses? Mais rien n'empêche les jeunes urbains de téléconsulter, et ça a pu m'arriver. Moi aussi, parfois, on n'a pas forcément de problème de santé très grave, on a une petite grippe, un rhume, quelque chose, on a envie d'avoir une consultation rapide. Bah oui, c'est pas non plus interdit, on continue de le rembourser. Est-ce que pour nous, c'est le modèle idéal de prise en charge? Non. Le modèle idéal de prise en charge, il passe par le médecin traitant. Il y a 95% de la population qui est couverte par un médecin traitant. On aimerait que ce soit 100%, notamment les personnes qui ont une affection de longue durée. C'est un enjeu majeur pour nous. Le numérique, il peut aider à maintenir le lien avec le médecin traitant. Oui, ça c'est une certitude. Mais attention à ce qu'il ne désorganise pas l'offre de soins non plus. Parce qu'on peut aussi constater que ces plateformes de téléconsultation, et je ne veux pas trop leur taper dessus parce qu'on travaille avec elles au quotidien, qu'elles réfléchissent à des solutions, qu'elles apportent beaucoup. Je pense juste qu'il faut que nous, en tant que régulateurs du système de santé, on se pose quand même la question de voir certains médecins quitter l'exercice libéral ou quitter l'hôpital pour rejoindre ces structures. Rejoindre ces structures et faire des consultations à la chaîne de patients qu'elles ne reverront jamais une deuxième fois, pour des consultations qui durent 5 à 7 minutes et dans lesquelles on voit qu'il y a beaucoup de prescriptions, parfois abusives, d'antibiotiques, d'arrêt de travail, et aucun lien ensuite qui est fait vers le médecin traitant. Bon, ça, c'est clairement c'est du nomadisme médical. Ça permet d'avoir tout de suite ce qu'on veut maintenant. C'est pas, pour nous, le modèle d'une prise en charge optimale. Ouais, Ramsay, 11,90, l'abonnement Netflix à la téléconsultation en quasi illimité. Clairement, on ne soutient pas cette démarche. Oui, ça a été beaucoup critiqué. Je pense que je n'ai pas forcément besoin d'en remettre une couche. Redire que c'est un modèle qui, pour nous, n'est pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas remboursé, et que c'est un abonnement qu'on n'aura certainement pas vocation à rembourser. C'est 11,90 €, parce que c'est, pour nous, pas une bonne manière d'avoir recours aux soins que d'appeler un médecin au téléphone qui va tout de suite faire une prescription très rapide sans avoir de diagnostic physique, ni même de diagnostic par vidéoconsultation, qui n'est pas parfait, mais qui est déjà mieux qu'un échange au téléphone, selon nous. La France est d'ailleurs le pays qui a recours le plus à la vidéoconsultation. Dans beaucoup d'autres pays, ce ne sont que des téléconsultations téléphoniques, mais ça sert de filtre, ça sert de préorientation. On appelle, par exemple au Danemark, on appelle un numéro, ou en Angleterre, pour avoir un premier avis médical, et ensuite le médecin régulateur, ça marche un peu comme le SAMU des soins de ville en fait, va réorienter vers un professionnel de santé qui va prendre en charge pour un vrai examen clinique. Arthur de Cormis, pour être complet sur cette question de l'Oasis et des chaînes de la Sécu, mon espace santé, on en est où aujourd'hui du déploiement, avec toujours ce chiffre qui est annoncé, qui a encore été hier, 98% des Français ont un espace santé qui a été ouvert, mais combien l'utilisent réellement? Et combien le savent? Non, c'est vrai que c'est la question maintenant. La première étape, c'était de construire la plateforme, de créer l'architecture et de lancer le Ségur du numérique. Tout ça forme un ensemble. L'espace santé, c'est la vision patient. La partie qui est en lien avec tous les professionnels de santé et les établissements de santé, c'est le dossier médical partagé. Et là, on va essayer de courir 2 lièvres à la fois pour faire progresser les usages, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 10 millions d'espaces santé qui sont activés, régulièrement utilisés par les patients, sur 66 millions qui ont été créés. Donc il y a encore une importante marge de progression. Maintenant, sur les 4-5 prochaines années, c'est l'objectif de la prochaine feuille de route du numérique en santé, qui a été construite par la délégation du numérique en santé, et bien sûr on y a contribué, c'est de 2023 à 2027 essayer de passer à 80% de taux d'activation de ces espaces santé. Donc vous voyez, ça va pas se faire du jour au lendemain, il faut que ça rentre dans les usages. Il faut aussi que les professionnels de santé s'emparent de cet outil, ce qu'ils sont prêts à faire si leurs logiciels y sont directement connectés. Et ça, c'est toute la logique du Ségur. On a progressé, mais là aussi, il y a pas mal de chemin à parcourir pour que demain,
tous les logiciels de santé métier de chaque profession de santé viennent alimenter directement mon espace santé et qu'ensuite les patients consultent leur espace santé. Et ça, c'est ça qui va créer l'écosystème central et qui doit être, je l'ai un peu dit, ce vaisseau amiral auquel vont pouvoir s'agréger toutes les autres innovations qui nous semblent pertinentes avec un catalogue d'applications qui sera disponible sur mon espace santé où demain on retrouvera des thérapies digitales probablement. Frédéric Garlot, on entend le discours d'Arthur de Cormis qui nous dit oui, le numérique, oui, mais on a quand même pas mal de barrages, mais ne supprimons pas l'humain, mais couplons tout cela de l'humain. Je suppose que vous partagez ce constat. Oui, bien sûr que je partage ce constat. Après, c'est vrai que moi, je vais faire un petit pas de côté par rapport à mon voisin, puisque en fait, moi, je vais plutôt me centrer sur ce que peuvent apporter les solutions technologiques et cette révolution technologique par rapport à une autre révolution qui est en train de vraiment prendre de l'ampleur, et on y est, c'est plus demain, qui est la révolution démographique. On a un vieillissement qui est aujourd'hui présent et auquel on doit apporter des réponses. Repartager quand même qu'aujourd'hui, notre pays est excellent en termes d'espérance de vie. En revanche, quand on regarde par rapport à nos voisins européens, mais même plus loin, dans des pays qui ont des systèmes de santé sans doute beaucoup moins exemplaires que le nôtre, cette espérance de vie en bonne santé ou cette espérance de vie sans incapacité, en France, elle est mauvaise. Et donc, ça veut dire quoi une espérance de vie en bonne santé, si on doit le définir un petit peu? C'est une espérance de vie, en fait, on a tous, on est le produit, l'addition d'un certain nombre de capacités, des capacités visuelles, auditives, des capacités fonctionnelles, de locomotion, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans en France, eh bien, on a à peu près la moitié de notre espérance de vie au-delà de 65 ans qui est plutôt en bonne santé. Donc sans incapacité, c'est-à-dire sans difficulté ressentie au quotidien. Et on a l'autre partie de cette moitié de vie, vieux, où en fait on est confronté à un certain nombre de difficultés du quotidien. Et donc le constat, il est quand même qu'en France, on a une approche de la santé, et alors du vieillissement sans doute encore plus, mais je pense qu'avec la CNSA et l'action sociale des caisses de retraite, on est en train de faire bouger les lignes, qui est de penser que la réponse est uniquement de nature biomédicale et thérapeutique, du soin. Quand on regarde finalement là où on a des bons résultats en termes de santé ou d'espérance de vie sans incapacité, on est dans une approche beaucoup plus holistique, dans une approche en fait qui tient compte des habitudes de vie des personnes, qui tient compte de leurs conditions de vie, leur niveau de précarité financière, leur niveau d'isolement, qui tient compte de leur environnement. Et plus on vieillit, finalement, plus son environnement se réduit à son domicile, qui peut être soit un levier d'autonomie, soit au contraire, finalement, un créateur de risques de perte d'autonomie et d'entrée rapide en dépendance. Donc c'est vrai que nous, au niveau de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, on a deux métiers, qui est parfaitement connu aujourd'hui, qui est de suivre les carrières des assurés sociaux et de leur attribuer à l'âge légal du départ à la retraite, en tout cas au moment où ils souhaitent partir à la retraite, où ils liquident entre guillemets les droits qu'ils ont acquis pendant leur carrière. Donc un peu décalé. Voilà, de servir leur pension de retraite de base. Mais on a un deuxième métier qui est historique et qui est un atypisme de la sécurité sociale française, qui en compte de nombreuses, qui est qu'on a une action sociale extralégale qui est entièrement affectée à la prévention des effets du vieillissement, et depuis une loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 qui est entièrement dédiée à la prévention dans une approche sociale, globale, et non pas finalement en approche de dépistage épidémiologique ou par pathologie. On est vraiment dans une approche populationnelle du vieillissement parce qu'on est convaincu que la réponse à la bonne santé, en tout cas pour le vieillissement, puisque c'est le public qui m'intéresse, elle ne passera pas que par les réponses dites de prise en charge thérapeutique du soin. Et il nous faut bien finalement activer de très nombreux leviers.
Antoine Piot, qui était là encore ce matin, qui est gériatre au CHU de Toulouse, nous rappelait les personnes âgées meurent peut-être du Covid, mais meurent surtout d'isolement et de manque de relations sociales. Et c'est là que le bas blesse. Vous avez justement créé Vivalab pour aller stimuler l'innovation, donc dans cette prise en charge globale, holistique autour de la personne et pas uniquement du soin, du thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Vivalab, ce qu'est ce laboratoire et puis à quoi il va servir à terme, ou il sert déjà? Il sert déjà, et certains acteurs présents dans cette salle finalement ont bénéficié d'une accélération, et nous aujourd'hui on bénéficie de ces solutions et de cette action pour apporter des réponses. En fait, on a fait le pari avec ce vieillissement de se dire qu'il fallait qu'on se saisisse de la silver economy. Aujourd'hui, quand même, la génération soit qui va avoir 80 ans, soit les jeunes seniors, sont des générations en fait qui ont connu la consommation, qui sont des consommateurs, qui ont eu des conditions économiques favorables à leur pouvoir d'achat, qui sont donc finalement prêts à obtenir des réponses et des solutions. Encore faut-il leur les proposer, ces solutions. Et finalement, les apports du numérique, du digital et du technologique sont capables d'être des leviers de réponse à la transition démographique. On a donc, nous, signé le contrat de filière de la Silver Economy, d'autant plus que c'est à la fois des potentiels de milliards de développement économique et de croissance, mais c'est aussi des potentiels d'emploi qui, pour l'essentiel, sont non délocalisables, ce qui est plutôt quand même assez intéressant. Et à partir de là, on s'est dit qu'on avait l'intuition que dans ces solutions digitales, dans ces solutions technologiques, il y en avait certaines qui pouvaient couvrir des besoins aujourd'hui existants mais mal couverts, ou alors qui pourraient couvrir des besoins émergents ou des besoins de demain. Et donc on s'est dit que ces solutions, il fallait être capable de les repérer sur le territoire, de les sourcer pour essayer de rationaliser aussi l'innovation, capable d'accompagner celles qui ont un potentiel, et pour ça de pouvoir proposer des prestations d'accompagnement et non pas une logique de guichet financier. Donc c'est vraiment la création d'un accélérateur avec des partenaires. Finalement, on s'est allié à la Banque des Territoires, qui est le premier investisseur public sur le territoire, à France Active, qui est finalement le premier accompagnateur du développement de l'économie sociale et solidaire, et on a créé un dispositif d'accompagnement de solutions. Alors, qui s'adresse à qui, cet accélérateur Vivalab? Il s'adresse en fait à déjà des solutions qui ont une preuve de concept, c'est-à-dire une première expérience réussie de rencontre avec un client ou un marché, puisque on est la sécurité sociale, on n'a pas les moyens d'être un incubateur. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'accélérer des solutions pour que finalement elles soient accessibles au plus grand nombre et prioritairement à la sécurité sociale, en tout cas branche retraite. Notre préoccupation, c'est qu'elle soit prioritairement accessible à ceux qui sont dans des situations de précarité sociale et de précarité économique, et qu'elle ne soit pas réservée finalement à des CSP+. Donc ensuite, il faut que le modèle économique ne soit pas pensé pour reposer sur de la subvention publique. Ça c'est important, parce que justement, lorsqu'on développe des solutions innovantes, notamment pour les seniors, le marché semble pas énorme, mais le marché quand même repose alors, soit sur de la subvention, soit sur un marché quasi public derrière. Alors le marché, il est énorme en fait. Quand vous regardez, en tout cas au régime général, qui est le premier régime, vous avez quand même 15 millions de personnes qui sont retraitées. Donc c'est un potentiel de marché. Simplement aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les produits et les services qui sont proposés à ces seniors, ils ne sont pas adaptés, ils ne correspondent pas à leurs usages, ils sont mal testés. Voire ils sont développés en chambre par des acteurs convaincus que. Donc la question, elle est plutôt de partir des usages, de partir des besoins des personnes, et non pas de penser des réponses. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai cité un exemple, et d'ailleurs on n'en accélère pas du tout, mais on voit sur le marché des tonnes de capteurs intelligents qui en plus vont proposer des choses encore plus intelligentes demain avec l'intelligence artificielle. Capteurs de chute ou... mais même les capteurs qui sont capables, avant les chutes, de détecter les signaux faibles. Ça, on en reçoit tous les 4 matins dans les habitudes de vie à domicile des personnes qui vont
être confronté à un risque de chute. Mais enfin ça, je veux dire, c'est très bien pensé en laboratoire, c'est très efficace quand c'est utilisé, mais ça ne correspond absolument pas à des usages. Déjà, la téléassistance, qui a quand même maintenant 40 ans, aujourd'hui, elle est essentiellement prescrite par les enfants et l'entourage, et souvent, elle dort dans un coin. Donc, en fait, les solutions, il faut partir des usages des seniors et non pas penser à la place d'eux. Donc, moi, j'invite vraiment tous ceux qui ont envie de se lancer dans les réponses du vieillissement à construire avec les seniors et pas à construire sans les seniors les réponses et les services dont ils ont besoin. Pour revenir à Vivalab, donc l'idée, c'est de repérer justement des solutions et quelle que soit l'identité du porteur, ça peut être des acteurs de la filière de la silver economy, des startups, etc., ou pas. Une preuve de concept, un modèle qui ne repose pas uniquement sur de la subvention publique, mais finalement en exigeant le fait qu'il y ait une première expérience de rencontre réussie avec un client ou un marché, on dépasse un peu ce risque fort. Après, qui ne repose pas entièrement sur de la subvention publique, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'une part de fonds publics pour trouver son modèle, trouver sa place, trouver la bonne porte d'entrée. Simplement, voilà. Et là, je pense que, notamment toujours ma camarade de la CNSA, si vous voulez avoir des solutions qui viennent taper à la porte de toutes les CFPPA pour obtenir des fonds, pour pouvoir équiper des solutions, des bailleurs sociaux, etc. Non, en fait, les fonds publics, ils sont là pour massifier des réponses qui ont fait leurs preuves. Ils ne sont pas là pour venir accompagner. Donc, vous les sourcez, d'ailleurs, vous les sourcez comment, en fait, ces solutions, ces entreprises ou ces porteurs de solutions? Et ensuite, de manière très concrète, comment vous les amenez à développer, à améliorer, à grandir? Alors, on les source comment? La force de la sécurité sociale, c'est d'avoir des réseaux. Donc, en fait, on a, nous, des caisses présentes dans les territoires à l'échelle de chaque région qui se sont associés avec les partenaires que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les représentants de la Banque des Territoires, de France Active et leurs camarades des autres régimes de retraite dans les territoires, qui se sont aussi finalement très souvent avec les gérontopôles des territoires qui ont une dimension régionale, avec les chambres des métiers, les chambres des commerces, avec tous les acteurs, les Silver Régions quand il y en a, les technopoles quand il y en a, et qu'ils ont envie d'entrer dans cette démarche pour pouvoir repérer ce qui existe sur leur territoire. Après, on a aussi un site internet qui, là, lui, est une porte d'entrée qu'on recommande à tous les porteurs de solutions. Mais si le porteur de solutions, sa raison sociale, son siège social, il est domicilié dans un territoire, ça va être la coordination locale des acteurs que j'évoquais, animée par la Caisse régionale de retraite, qui s'appelle chez nous les CARSAT, j'en profite pour partager de l'information et de la connaissance, qui vont récupérer la solution, qui vont prendre contact avec le porteur. On a outillé, on a créé une ingénierie sociale dédiée, c'est-à-dire qu'en fait, on a créé finalement un modèle de pré-diagnostic d'éléments à récupérer auprès du porteur de projet. Ensuite, finalement, cette coordination locale, qui sont des acteurs qui sont capables d'avoir un premier niveau de repérage. Est-ce que cette solution, elle a un potentiel national et est-ce qu'elle apporte une réponse sur le champ du vieillissement, qui est un champ qu'on connaît bien puisque c'est le nôtre, on produit de la connaissance. Nous, à la CNAV, on a une unité de recherche sur le vieillissement, on est producteur de revues scientifiques, gérontologie et société, et retraite et société. Donc, on a de la connaissance, donc on est capable, a priori, on est plutôt bien placé pour savoir si une solution apporte quelque chose par rapport au vieillissement. Et ensuite, on va réaliser un diagnostic stratégique à 360, qui est déjà un premier service en fait, pour le porteur de projet, c'est-à-dire qu'on va regarder sa fiabilité économique, son business plan, son potentiel national, sa technologie. Finalement, quelle est l'expérience réussie? On va la décortiquer. Quel est son potentiel de croissance? Et ça aussi, c'est une ingénierie sociale. C'est quelque chose qui a été typé. On va partager ce diagnostic stratégique avec lui. Et si, pour nous, le diagnostic stratégique, il confirme que c'est une solution qui a un potentiel national, là, on va mettre en place un plan d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on s'est entouré de prestataires sur différentes natures d'accompagnement qui vont de la structuration à
à l'accélération, à la mesure d'impact, parce qu'on n'accompagne que des solutions à fort impact social, et évidemment à ensuite soutenir, parce qu'après, c'est des pépites qui ont besoin de lever de fonds, qui ont besoin de continuer à grandir bien au-delà de l'accompagnement qui est proposé par l'accélérateur. Très concrètement, 2-3 exemples concrets ? Alors, 2-3 exemples concrets, juste dire qu'aujourd'hui, on accélère des solutions, avant de vous répondre, qui sont à la fois des réponses directement aux seniors et des réponses pour les métiers du care, des solutions, voire des solutions qui s'adressent aux deux. Et pour nous, vraiment, c'est ça, la révolution technologique, c'est des réponses pour les personnes, mais c'est des réponses pour les professionnels du domicile et pour transformer ces métiers du domicile qui, aujourd'hui, souffrent en termes de représentation sociale et d'attractivité d'une réduction de leur mission à finalement des tâches qui ne sont pas au rendez-vous des enjeux du vieillissement. Alors, quelques exemples. Par exemple, on a accéléré une plateforme d'activité, d'action, qui a permis en 2019, qui a permis pendant la période Covid de basculer finalement du lien social en ligne pour tout un tas de seniors. C'est une plateforme qui s'appelle Happy Visio, qui propose à la fois des activités, des actions, des ateliers de prévention, de bien-être, avec les professionnels formés, diplômés comme intervenants sur ces plateformes, que vraiment des activités sur des sujets qui peuvent être très différents et relever plutôt de hobbies de personnes. Donc ça, typiquement, ça nous a permis, pendant la Covid, de basculer l'immense majorité de nos ateliers de prévention qu'on préfère faire en présentiel. Je rejoins mon camarade, rien ne remplace la relation humaine. Vous l'avez dit tout à l'heure, le docteur Pio, avec qui d'ailleurs CHU de Toulouse, on a un partenariat sur ICOP. La relation humaine, quand on vieillit, mais à tous les âges de la vie, en fait, elle définit quand même grandement notre qualité de vie. Donc on est là-dessus, sur des solutions maintenant qui s'adressent aussi bien aux personnes aux professionnels du domicile. J'en vois une dans la salle qui, pour nous, est la réponse de demain, et d'ailleurs qui est en passe de devenir la première réponse sur le sujet devant ce qui est proposé aujourd'hui dans les CHU. Dans le vieillissement, il y a un enjeu majeur, la manière dont on va vieillir, au-delà du biomédical, et d'ailleurs sur le biomédical, on peut agir, c'est notre mobilité. Le fait de ne pas être sédentaire et le passage à la retraite, c'est un vrai risque par rapport à une baisse finalement de la mobilité dans son quotidien. C'est ce qu'on mange. Et c'est nos interactions avec les autres. On est des animaux sociaux, donc on a besoin d'interagir. Sur ce qu'on mange, il y a un phénomène majeur, silencieux, aujourd'hui par rapport au vieillissement, qui est une maladie chronique qui s'appelle la dénutrition. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 de plus de 70 ans qui sortent d'une hospitalisation souffrent de cette maladie. C'est un des premiers facteurs qui précipite l'entrée en dépendance. Simplement, aujourd'hui, la nutrition, par exemple, sur le champ des remboursements par la sécurité sociale, c'est pas pris en charge. Donc aujourd'hui, vous avez énormément de personnes âgées qui souffrent de manière silencieuse de cette maladie qui précipite, accélère une entrée en dépendance qui pourrait être évitée. Et bien, typiquement, Vivalab, ça a permis de repérer une petite entreprise ariégeoise qui portait une solution qui s'appelle C-Diète, qui est une solution de e-santé, une solution technologique, une plateforme qui permet de réaliser un bilan nutritionnel et qui permet de repérer finalement les risques et ce qui, dans les habitudes de vie des seniors qu'on accompagne, est finalement non vertueux et qui propose, en passant soit directement en relation avec le senior, soit de manière intermédiaire par l'auxiliaire de vie, par l'aide à domicile, un accompagnement pendant 6 mois. Et le modèle économique, il est 10 000 fois plus compétitif, concurrentiel et avantageux si on regarde aujourd'hui ce qui existe en termes de réponse avec des professionnels nutritionnistes en ville. Donc là, typiquement, nous, aujourd'hui, on a à peu près la moitié des caisses de notre réseau qui, sur des sorties d'hospitalisation, et on s'apprête à faire un webinaire d'ici quelques semaines pour faire encore plus connaître cette solution C-Diète à nos caisses de retraite,
et aux professionnels du domicile, on a la moitié de nos caisses, puisqu'on accompagne la sortie d'hospitalisation des retraités et des personnes âgées, en lien d'ailleurs avec l'assurance maladie qui a le programme Prado personnes âgées. Nous, on a un accompagnement social de la sortie d'hospitalisation pour qu'il y ait un rétablissement finalement. Le programme Prado, c'est la sécurisation du parcours de santé de la personne qui sort de l'hôpital. Et l'assurance retraite, ce qu'elle propose, c'est la sécurisation de l'accompagnement social et de l'accompagnement humain en sortie d'hospitalisation pour qu'il y ait un rétablissement rapide des capacités et des fonctions des personnes à domicile. Et bien, typiquement, nous, on souhaiterait que sur cette sortie d'hospitalisation, la solution CDiète, demain, soit il y a l'APA d'urgence en conseil départemental, soit prescrite de manière massive parce qu'elle permet de lutter contre un des premiers facteurs d'entrée en dépendance à un coût ultra compétitif de quelques dizaines d'euros par mois. Et là, on voit effectivement le complément d'abord par rapport à la maladie, ce qui relève de autour de la maladie, du bien-être, qui va permettre peut-être de diminuer les dépenses maladie derrière, et puis cet accélérateur, donc Vivalab, que vous mettez en place pour faciliter non seulement l'accélération de ces entreprises, mais leur business model à trouver derrière. Troisième branche présente ce matin autour de cette table, la CNSA, qui est la caisse donc pour la solidarité et l'autonomie, avec une action sur la dépendance et sur le handicap. Même question, hein, Hélène Paoletti, vos angles d'approche maintenant en matière de numérique, ou je comprends bien aussi de complément du numérique et de l'humain. C'est ce qui se dessine. En fait, c'est à la fois, vous nous avez fait intervenir un peu par ordre de la vie. Hein. Moi, je termine, puisque la 5e branche, qui a été créée en 2021, vise à prévenir, solvabiliser et prendre en charge le risque de perte d'autonomie qui fait tellement peur aux Français parce qu'on se prend dans quelques années le mur de la perte d'autonomie avec une proportion de plus en plus importante de Français qui vont dépasser les 85 ans et qui vont arriver dans cette zone de perte d'autonomie. C'est les baby-boomers qui ont malheureusement vieilli et qui rentrent dans cette phase. Ils y rentrent en bonne santé. Il faut le plus longtemps possible qu'on les maintienne en bonne santé et ensuite qu'on prenne en charge leur perte d'autonomie. Donc nous, on est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la plus petite des caisses et la dernière en termes de création, mais avec quand même, je donne le chiffre, 39 milliards par an de crédits, donc de sécurité sociale pour venir couvrir ce risque. Donc par rapport aux 246 millions j'ai retenu, c'est faible, mais c'est quand même extrêmement important. En un mot quand même, pour que vous nous repériez, parce qu'on est moins connus que nos deux collègues, nous, on solvabilise donc par des aides individuelles la perte d'autonomie liée au handicap et à la vieillesse. Donc vous connaissez peut-être la prestation de compensation du handicap ou l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées, et on finance massivement, donc non pas les hôpitaux, mais on finance les établissements pour personnes âgées sous toutes leurs formes, la plus diverses possible, et les établissements pour personnes handicapées, donc pareil, sous des formes très très diverses, je ne rentre pas dans les détails. Et effectivement, en fait, notre métier de départ, nous, c'est vraiment, on est une caisse, et donc le financement de ce risque, de la gestion de ce risque. Donc pendant longtemps, nos systèmes d'information, ils étaient tournés vers quoi ? Vers les finances. Pouvoir contrôler les finances, savoir qui on finance, comment on finance, qu'on finance bien. C'est quand même la première chose, faire en sorte que l'argent des Français, pour le dire comme ça, soit correctement utilisé. Puis après, on s'est dit, il faut qu'on pilote. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache à quoi ça sert et si c'est vraiment ça qui marche. Donc on a utilisé des SI pour pouvoir piloter. Puis après, on a dit, il faut qu'on informe, parce que les gens ne comprennent rien dans tout cet univers. Donc on a des sites très efficaces pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Et puis maintenant, depuis 2021, d'abord du fait d'une initiative de la Caisse, puis du Ségur, on développe pour la première fois un plan d'investissement extrêmement ambitieux pour les établissements. Donc nous, ce n'est pas les hôpitaux, ce n'est pas les libéraux, c'est les services à domicile dont a parlé Frédéric, donc toutes les personnes qui vont au domicile, les professionnels qui vont au domicile des personnes, et puis évidemment les EHPAD et toutes les structures pour personnes handicapées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour aller plus loin dans l'accompagnement de la personne et dans une logique de parcours sur laquelle je vais revenir, parce que je sais que vous allez m'interroger dessus, en fait, il fallait qu'on ait la possibilité de connecter autour de la personne toutes les informations qu'on a sur elle dans une logique de soins, évidemment, et d'accompagnement. En fait, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on dit tourne autour de l'interconnexion. Comment j'interconnecte
une application qui apparaît super sur la santé mentale, par exemple, qui est source aussi de handicap, donc c'est très très lié entre nos deux branches. Comment je l'interconnecte avec un professionnel de santé? Parce que si cette thérapie, elle n'est pas interconnectée avec le psychiatre, en fait, le risque, il est majeur. Parce que la personne, elle est dans un parcours de soins, probablement médicamenté. Donc, comment j'ai fait interagir les deux? Donc, si on n'est pas en capacité de faire s'interconnecter toutes les informations autour de la personne, on a une très forte dégradation de la capacité à l'accompagner. Par ailleurs, on a aussi une perte de capacité de la personne à comprendre son parcours et à agir dessus. Nous, on a beau travailler pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, handicapées ou personnes âgées dépendantes, il est essentiel qu'on puisse leur donner accès à tous leurs droits, et le premier, c'est l'autodétermination. Donc, qu'est-ce que je veux? Pour ça, il faut que les informations, elles ne soient pas au fond d'un bureau d'une infirmière de service à domicile ou dans la tête de l'accompagnant, de l'arcothérapeute qui vient régulièrement accompagner la personne. Il faut qu'elle soit disponible pour que la personne puisse agir dessus. C'est un peu d'un petit détour pour vous expliquer qu'on a mis, grâce au Ségur de la Santé, 600 millions d'euros à partir de 2021, 630 millions d'euros même, parce que nous, on avait une petite enveloppe de démarrage pour outiller massivement, numériser massivement nos établissements et services médico-sociaux. On a du retard par rapport à l'hôpital et il fallait absolument que ces structures, donc les EHPAD, les IME, donc qui prennent en charge les enfants handicapés, instituts médico-éducatifs, et des outils numériques. C'est le socle, en fait. Donc, c'est vraiment la logique de socle qui est la même philosophie que celle que l'assurance maladie a utilisée, parce qu'en fait, on est dans le même environnement. C'est la direction du numérique en santé qui est notre grand Manitou du Ségur du numérique. Et donc, on a chacun nos couloirs où, à notre niveau, on développe la numérisation de nos établissements. Et donc, ces 600 millions d'euros sont destinés à plusieurs choses. Donc, outiller massivement les établissements et services, donc c'est les EHPAD, mais c'est aussi les services à domicile. Et deuxième action, du côté cette fois des éditeurs de logiciels, pour permettre une facilité d'accès par les établissements à des logiciels qui répondent à des référencements. Et j'y reviens parce que ça fait le lien avec la notion de qualité et de régulation du marché qui peut paraître irritante pour les porteurs de projets, et on l'entend bien, chacun est dans son rôle, mais l'État doit faire en sorte, les services publics doivent faire en sorte que ces établissements financés par nous aient des services numériques qui soient interopérables, pour pouvoir communiquer les uns avec les autres, sinon on a tout perdu. On ne peut pas s'assurer que, par exemple, le jeune en situation qui a une maladie mentale, qui est traité par une thérapie numérique, quand il revient dans son établissement médico-social de prise en charge pour ses apprentissages, on ne peut pas s'assurer que le lien soit bien fait, donc on ne remplit pas nos missions. Donc interopérabilité, éthique, parce que le numérique, attention, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si ça a été abordé dans d'autres tables rondes, mais l'éthique qui est derrière, transparence, sécurité, c'est vraiment hyper important, et évidemment, sécurité pour prévenir les hackings, etc. Donc il y a un système de référencement, et nous, on finance les éditeurs pour que ce soit ces logiciels bien référencés qui soient achetés par nos structures dont je vous parlais. Voilà, donc 600 millions d'euros sur 4 ans dans le cadre du Ségur de la Santé pour faire monter en puissance tous ces établissements sur le numérique. Avec un gros projet, notamment aussi au niveau du handicap, vous en parliez, pour faciliter cette fois-ci pas seulement la vie des personnes handicapées, mais surtout de leur entourage. Exactement, ça fait le lien en fait entre l'outil numérique et la politique générale, la politique publique qu'on mène. Peut-être que parmi vous, certains sont plus familiers de ces sujets de prise en charge du handicap. On a une conférence nationale du handicap qui vient de se terminer, présidée par le président de la République, où vraiment a été réaffirmé que l'important n'est pas d'avoir une place pour une personne, même si on entend souvent beaucoup parler du manque de place pour les personnes handicapées. L'important, c'est de répondre à leurs besoins. Et le besoin dans le domaine du handicap, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces sujets, croyez-moi, c'est vraiment d'une diversité à l'image de la diversité humaine. Il n'y a pas deux handicaps qui sont identiques. Entre un handicap moteur qui déjà recouvre une variété énorme, un handicap de type maladie, trouble du neurodéveloppement, parce qu'on dit l'autisme, mais l'autisme, c'est tout un spectre avec des gens qui n'ont rien à voir dans leurs besoins et dans leurs désirs. En fait, qu'est-ce que veut la personne pour répondre à son besoin? Est-ce qu'elle veut rester chez elle? Est-ce qu'elle veut être en établissement? Est-ce qu'elle a besoin
de soins ou simplement d'accompagnement à la vie sociale, etc., etc. Et pour faire ça, pour réussir à répondre à son besoin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nos offres, ce soit pas alors sur mon logiciel, je vois qu'il y a une place disponible dans un institut médico-éducatif à tel endroit où votre jeune pourra aller. Peut-être que ce jeune, il veut rester en milieu scolaire et il en est capable, et ça c'est une démarche extrêmement intéressante aussi, importante en ce moment, mais il a besoin de ce qu'on appelle d'un étayage, il va avoir besoin d'une aide, peut-être de l'ergothérapie à la maison, peut-être une journée par semaine, d'être plutôt dans du médico-social en complément. Et donc pour que tout ça s'interconnecte, on a besoin que tout ça soit numérisé. Voilà, donc c'est pour faire le lien entre vraiment la logique de parcours, je pense, qui vraiment traverse toutes les réflexions en ce moment autour de la sécurité sociale et de la prise en charge des personnes, et le numérique qui est vraiment un socle sur lequel s'appuyer. Parcours et individualisation, c'est aussi ce que j'entends dans toutes vos interventions, c'est peut-être là aussi une nouveauté, individualisation des prises en charge ou des prescriptions. Alors, autour de cette table, c'est intéressant, également avec nous un assureur privé, le Crédit Agricole, via sa filiale Crédit Agricole Assurance. Vous proposez des prestations de retraite, prévoyance, c'est classique en entreprise, 1,3 million de bénéficiaires tout de même, 35 000 entreprises adhérentes, majoritairement des PME essentiellement, et vous testez également à votre niveau des solutions digitales, mais avec toujours des humains derrière. On peut prendre des exemples de solutions que vous testez, notamment votre application santé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce que vous avez voulu aussi de faire de différent par rapport à ce que proposent d'autres acteurs? Alors on fait plus que tester, on le met très concrètement en œuvre. Nos solutions digitales, en fait, elles s'inscrivent dans le quotidien de nos assurés, de nos clients, et c'est là le point d'ancrage, on va dire, de notre stratégie. Aujourd'hui, 80% de nos clients l'ont téléchargé et l'utilisent pour la gestion de leur contrat. L'essentiel pour nous, c'est à la fois de dématérialiser tout ce qui peut l'être pour créer justement de la valeur ajoutée et aller sur les sujets à la fois de l'humain et de la connexion au territoire. Alors par exemple, très concrètement, qu'est-ce qu'elle permet de différence, cette application? Très concrètement, aujourd'hui, on va vous accompagner dans les moments qui comptent. Et donc, nous, on se mobilise en tout cas pour faciliter l'accès aux soins. Et on va travailler, je prends cet exemple, sur l'hospitalisation. L'hospitalisation, c'est très simple. Vous envoyez une demande de prise en charge à votre complémentaire santé. On la réceptionne, on la traite de façon automatisée. Et ensuite, on mobilise du temps humain avec des partenaires, des auxiliaires de répartition médicale qui vont vous prendre en charge, qui vous appellent, qui vous expliquent comment ça va se passer sur le plan administratif et qui vont mettre en perspective aussi l'ensemble des services auxquels vous avez le droit dans le cadre de votre contrat d'assurance. Et l'idée de ces services-là, c'est qu'ils soient connectés dans les territoires. Là, on vient vraiment mailler, quelque part, la force, en effet, d'un banque assureur qui est présent en région, qui est à la fois partenaire financeur de l'écosystème de santé local, que ce soit en effet vis-à-vis des professionnels de santé ou des institutions. Et donc, on va construire des projets territoriaux de santé et via nos applications et on va dire cette augmentation humaine de la prise en charge, on va optimiser l'efficacité en tout cas d'accès aux soins. Alors ça, c'est intéressant dans la démarche aussi. Vous n'êtes pas parti sur du full digital, du digital à 100%, où on a une application, un chatbot ou autre qui nous répond derrière. Dès que la question commence à être un peu complexe, ou si on n'est pas vraiment à l'aise aussi avec l'outil, hop, on a un humain qui automatiquement prend le relais? Alors, automatiquement, non. Encore une fois, on va sélectionner les parcours sur lesquels on pense avoir de la valeur ajoutée. Tous les parcours ne se valent pas. Quand vous avez un remboursement pour l'ostéopathie, il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un contact humain et de la relation client. Non, par contre, en effet, l'ADN du groupe Crédit Agricole, c'est bien en effet cet ancrage territorial. On est certainement le groupe bancaire par excellence qui a fait le choix de maintenir son réseau physique. C'est un vrai choix stratégique, c'est à la fois coûteux et en même temps la conviction c'est que on crée de l'expérience client, on développe là aussi de la satisfaction et voilà, on vient quelque part apporter du service
utile dans les territoires qui nous est profitable en fait. Alors on va essayer de découper avec vous ce que ça veut dire cette notion de service utile qui est assez interpellante. Alors le fait qu'il y ait un humain qui peut éventuellement, comme vous disiez, à travers cette application puisse amener du renseignement supplémentaire, de la compréhension. C'est vrai qu'on va se faire hospitaliser les 300% du plafond de la sécurité sociale, les 400%, les 250%. Objectivement, c'est incompréhensible pour 99,9% de la population. Et in fine, on ne sait jamais combien ça nous coûte. À l'arrivée, c'est toujours quand même une grande surprise d'aller se faire opérer. Donc ça, c'est une première chose avec un humain qui répond derrière. Mais vous incluez à travers cette application également d'autres possibilités, celle d'avoir un deuxième avis médical, entre autres. Oui, notre ambition, c'est vraiment, encore une fois, de favoriser l'accès aux soins. Et donc, on va intégrer dans cette application des services extrêmement simple et utile. Pourquoi le deuxième avis médical ? Parce que, en fonction de votre localisation, vous avez plus ou moins accès en fait à des compétences médicales qui sont disponibles sur le territoire. Et donc, on a observé en effet que cette solution apportait vraiment de l'utilité, encore une fois, dans des moments qui comptent. Et donc, on a un taux d'usage qui est assez important, de l'ordre de 1 à 2% de ce type de fonctionnalité sur nos applications, ce qui est assez considérable quand vous voyez en effet le potentiel d'assurés qu'on peut servir, et qui en fait, dans la large majorité des situations d'ailleurs, je crois que c'est entre 70 et 75%, va conforter le premier avis médical. Et donc, là aussi, on apporte de la réassurance et on pense que c'est notre rôle, en tout cas en tant qu'assureur. Vous avez dit depuis le début de votre intervention à plusieurs reprises, on est là parce qu'on est une banque des territoires, on est là pour faciliter l'accès aux soins. Alors, c'est quoi les solutions du Crédit Agricole pour faciliter l'accès aux soins à un moment où tout le monde se casse la tête, pas que vous, mais également tous les acteurs, je pense, présents autour de cette table, pour faciliter l'accès aux soins, où trouver un ophtalmo, trouver un spécialiste, trouver un dermatologue et parfois simplement trouver un généraliste devient de plus en plus un casse-tête. Oui. Alors, on ne va pas traiter tous les maux de la société, ça c'est très clair. On n'a pas cette ambition-là. On est un organisme complémentaire à l'assurance maladie et l'idée c'est bien de proposer en effet des solutions facilitantes. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois ? Ça veut dire que quand on s'inscrit dans l'usage du quotidien, aujourd'hui quand vous avez 3 connexions par mois par utilisateur sur nos solutions, on a capacité à pousser de l'information utile. C'est énorme, 3 connexions par mois par utilisateur. Vous me disiez des personnes qui vont même plusieurs fois par semaine dessus. Oui, bien sûr. Alors après, ça c'est sur nos applications santé. Si on remettait en perspective ce qui se passe sur une application bancaire, là, ça fait frémir. Mais en tout état de cause, sur nos solutions santé, en effet, on crée cette relation, on crée cette connexion. L'idée ensuite, après, c'est quoi ? Vous avez fait réagir mes collègues sur ces solutions de téléconsultation. Là aussi, on va faire un pas de côté, c'est-à-dire que la vraie question, c'est quels sont les besoins aujourd'hui de nos assurés ? Ça peut être une réponse, cette innovation. Critiquer, je l'entends, et en même temps, je le comprends. Nous, notre ambition là-dessus, c'est d'adresser des réponses à tous les Français. Et donc, parmi les solutions sur lesquelles on travaille très activement, c'est en effet de déployer des lieux de téléconsultation assistée dans les territoires, à la maille territoriale. On travaille avec des professionnels de santé avec lesquels on va en effet optimiser le temps médical, parce qu'il en existe sur les territoires du temps médical. Ça veut dire quoi, ça, optimiser le temps médical ? Le temps médical, en fait, il consiste tout simplement à essayer de travailler avec des professionnels de santé qui aujourd'hui ont des temps de vacation qui sont disponibles mais qu'ils ne souhaitent pas mettre à profit en fait, de l'hôpital parce qu'ils sont fatigués, ils recherchent aussi un peu de souplesse et de facilité. Ça va être aussi de travailler avec des professionnels de santé qui sont à la retraite et qui souhaitent avoir une phase de transition un petit peu plus longue pour apporter aussi de l'utilité en tout cas et continuer à être en activité, avoir des relations sociales, être utile. Et donc, c'est travailler avec ces partenaires-là pour justement proposer ces solutions avec, en effet, un maillage qu'on veut le plus complet possible et en multilocal et en multicanal. Donc, c'est forcément du digital, c'est forcément du phygital et c'est forcément en présentiel. Et vous incluez le paramédical également dans votre réflexion. Alors, le paramédical, pour nous, c'est un élément qui est central parce que nous sommes partenaires aujourd'hui de cette industrie en tant qu'à la fois banquier et puis aussi investisseur.
en fait, on partage beaucoup de choses en commun, notamment sur le maillage territorial, avec ces paramédicaux qui couvrent le territoire et qui, dans le cadre de la délégation de tâches, et je crois que c'était l'objet de la session précédente, eh bien, ont un rôle à jouer. Et donc là aussi, c'est comment on peut les amener dans notre projet à essayer d'apporter des solutions concrètes. Là où il y a une pharmacie, il y a souvent un crédit agricole. Voilà. Et alors, vous êtes un assureur privé, on n'a pas la neutralité de l'État en face de nous. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je suis client Crédit Agricole, j'ai utilisé mon application santé Crédit Agricole, j'ai du mal à trouver un rendez-vous ophtalmo ou infirmier ou je ne sais quoi, et vous allez me mailler ou m'envoyer prioritairement vers un dermato client Crédit Agricole, pas uniquement par intérêt lucratif, mais parce que c'est aussi celui que vous connaissez dans votre réseau. Oui, alors par définition, en tout cas, notre objectif, c'est d'apporter des solutions, on va dire, de services d'accès aux soins à des partenaires dans le parcours de soins. Et donc, on travaille essentiellement avec certaines professions parce que là aussi, on ne peut pas adresser tous les sujets. Et donc, on va être essentiellement sur le paramédical, c'est-à-dire infirmière, notamment infirmière à domicile. On va être après sur le sujet des généralistes. La dermatologie est un cas d'usage sur lequel aussi on observe qu'il y a beaucoup d'appétence en matière de téléconsultation. Voilà, l'idée est vraiment la suivante, c'est à la fois d'orienter, de flécher dans le parcours de soins sur les territoires en priorité et d'apporter une solution complémentaire dans la permanence des soins quand en effet il n'y a pas de disponibilité, quand c'est tard le soir, quand c'est le week-end, vers une solution qui est plus centralisée. Et quel est l'intérêt d'un assureur privé, d'un acteur privé d'aller sur ce marché ? Alors, d'une part, ce n'est pas nouveau. On est un acteur, on va dire, engagé et historique dans l'économie de la santé au sens large, je le précisais. Après, le groupe Crédit Agricole, ce sont 39 caisses régionales qui agissent dans l'intérêt de ses habitants d'un territoire. L'idée de renforcer l'attractivité et la valeur de notre marque, quand vous avez des parts de marché qui sont significatives, eh bien, c'est aussi, après, développer notre fonds de commerce, renforcer notre activité. Et on suit un indicateur qui est important, en fait, qui est le taux de churn, de résiliation sur nos contrats. Il est aujourd'hui inférieur à 3%, et c'est aussi grâce à ces services-là. En tout cas, d'un point de vue marketing, ce sont des choses qui sont assez partagées dans nos univers. Il est à peu près 10 fois plus coûteux d'aller chercher un nouveau client que de le fidéliser. Donc en fait, on est dans une démarche qui est plutôt vertueuse. Ouais, je vous pose la question, ce que je ne peux pas empêcher. D'ailleurs, c'est un invité de table ronde qui a lancé cette question qui revient à chaque débat depuis un matin. Ramsay, l'abonnement Netflix, 11,90 en illimité, en consultation, tout simple à domicile. Oui, non, c'est ce que je disais en fait sur ce sujet. Voilà, notre conviction, c'est que il faut faire un pas de côté. Ça répond à un besoin. À un usage qui évolue. Nous, on a eu l'occasion de faire un certain nombre de tests quantitatifs sur des réflexions produits autour de ces sujets-là. On a quand même sollicité un panel d'à peu près 3000 individus avec un cabinet indépendant. Et globalement, il y a une appétence. Voilà. Après, la vraie question, c'est que ça ne répond absolument pas à tous les usages. Et là, il faut être vigilant. Moi, je suis assez à l'aise et en accord avec mes collègues sur le niveau d'efficacité, en tout cas, des protocoles dans la façon dont c'est vraiment développé. Et donc, là aussi, nous, notre objectif, c'est essentiellement d'orienter dans les territoires, soit en téléconsultation assistée, soit avec des réseaux partenaires, en tout cas physiques, avant de proposer ce type de solution. Ouais, hors du digital, parce que vous avez dit il y a aussi le physique, vous dites être prêt aujourd'hui au niveau Crédit Agricole à investir dans des investissements en dur, cabinet ou autres, ou centres de soins? Aujourd'hui, en fait, on a déjà des investissements de ce type-là qui sont réalisés à la maille des territoires par chacune des caisses régionales en accord avec des acteurs qui sont locaux. Ça peut être après des groupes privés sur le plan national ou des groupes qui agissent plus sur le plan local. L'idée, en effet, d'avoir une démarche fédérée, organisée pour optimiser en tout cas notre efficacité fait partie de nos réflexions. Ouais. Ouais. Joan Ganyabens, vous dirigez la fondation TIC Salut en Catalogne. On va faire un petit saut un petit peu de l'autre côté des Pyrénées. Alors avant d'aller plus en avant puis de faire quelques comparaisons possibles, on va peut-être repréciser en quelques mots ce qu'est le système catalan d'un point de vue digital, puisque là on est depuis très longtemps sur un système qui est totalement intégré. Ok, gracias por la invitación. I will speak in English because it's better for me. But what I want to say is from
which is the situation of Catalonia health system in terms of this digitalization, okay? We started a lot of years ago, and I think that we have a nice platform with, from the public administration, all the information practically is integrated, okay? All the information is integrated around the citizen, around the patient. That means that we have a national patient index in running. Also, we have the shared medical record for the professionals to share all the information from the network. Catalonia Health Network is very particular because it's very, very fragmented. This is a value. We understand that this is good, but also we have a lot of difficulties to integrate the information because this fragmentation. So there are a lot of entities, a lot of organizations from non-profit, from the government, from the church, who works with the public resources, and our interest is to integrate this around the citizen and around the patient. So at this moment we have a national patient index, we have the shared medical record, we share all the medical image from the radiology. We are starting also with the pathology, with a national system in the center, also all the prescription. And what's more important, different from France, I think it's the primary health network. All the professionals, all the doctors, all the nurses belongs to the public system. That means a national network, very populated, very distributed, with a lot of work to do with the population. And in this case, we have a unique information system to arrange and to manage all this activity. That means that during the pandemic, we implement video consultation, teleconsultation, etc., through this health network. But at the end, what I want to share with you is talk about innovation and health, how we see the innovation. Innovation, it's not only a good thing to improve, it's a need, okay? Because we have a nice health systems like yours, but this system is unsustainable, economically and quality point of view. So we need technology to do more, to do better, and probably or normally with less resources. And that means that we need to deploy technology correctly. In this case, I want only to share the 3-4 main projects that we are affording at this moment from the TICSALUD Foundation, because TICSALUD Foundation coordinate the main digital transformation projects from the Health Catalan department. And in this case, we talk about a specific program for artificial intelligence. I fully agree with your approach to this big tool. But we see that the public administration has a great responsibility define and identifying the need we want to solve for the system, for the population. So this is the main responsibility of the public administration to identify and to see, look, we want to solve retinopathy or, I don't know, the thorax and chest interpretation. We want to solve this because it's a big problem in our country. First. Second one is to facilitate the development of the solutions. And in this case, we put money on the table because we don't want to develop as a public administration algorithms, systems. We want to facilitate that the network, the economical society develop, or the research centers develop the solutions. So we put resources. We have resources from the next generation approach, that's important. And also, we try to put data. And data is very important. It's impossible to build good systems, good algorithms without data. And we are using, nowadays, we are using algorithms that has been built with not our data. And the main thing is, the last thing that we want to do in this program is to assess, to evaluate any system before to implement it in the network.
Ça, c'est le premier grand axe de développement pour les prochaines années dans le plan que vous avez adopté chez Tixalou, donc autour de l'intelligence artificielle, avec une stratégie qui est définie, des pathologies que vous allez adresser qui sont extrêmement définies, et derrière la validation des outils et la validation des études médicales autour de l'intelligence artificielle. Mais elle est très nettement tracée pour vos 4-5 prochaines années de développement. Premier axe. Deuxième axe, les outils digitaux dans le cadre du suivi des patients à domicile. Oui. Qu'est-ce que vous allez développer? At this moment, we are creating as a government a specific agency, integrated agency for social and health. So what we want is to deploy into the territories teams from social and from health to attend, to take care of the people at home in an integrated way. No, not depending on the medical or social. We want to go to the citizen as a team to implement personalized, individualized plans. And for this, mainly what we need is technology. Not only to monitorize some things, also to arrange and to coordinate the team around the needs of the patient. And this is the second big project that we are affording at this moment. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, par exemple, de ce que vous voulez vraiment développer lorsque vous vous affirmez que vous voulez des équipes de médicaux et paramédicaux centrées autour du patient? So we need to deploy new systems for this team. And the team is doctors, nurses, social workers, educational workers, caregivers, the patient and the relative. This is the team. So we need tools to communicate between the team. This is the first. The second is to share the information from medical and from social to the team. So we have access to the medical information, but the people from social has not access to the medical information, or the medical has not access to the social. So we need a tool to integrate all this information. And the last one is we need a tool to make a unique valoration of this person and a unique integrated plan of actuation to this patient. And we need this kind of tools, and we are trying to develop and to implement these tools through this project. Quel horizon, combien de temps est-ce que vous vous donnez pour développer ces outils qui vont vraiment allier le dossier médical que vous avez déjà depuis longtemps et aussi le dossier social pour permettre cette communication des personnes? These are projects for this year and next year. So we want to implement solutions for these teams this year and next year. Because we give money to the territories to start to work. So we have to give them tools and solutions to work in an integrated way. Donc seulement 2 ans pour développer ce type de projet. We are starting, so we will see, because the money is there, and we have to spend this money during these days. Troisième axe, une plus grande digitalisation de l'information médicale du patient. Alors, je croyais que vous aviez déjà un dossier médical assez important qu'on pouvait retrouver chez son médecin généraliste, en centre primaire de santé, en hôpital. Jusqu'où vous voulez aller? We have a big problem, and I think in France also, because me as a citizen, I have access to my medical information. The public administration give me access to consult my lab results, my vaccines, my diagnostics, etc. And also, if I belongs to the private sector and I use the private sector give me access also to my information, but they don't communicate between them. And we try to communicate these two systems, the private and the public, during the last 10 years, and it was impossible. And technically, it's not so difficult. It's very easy. So what we decide to start is not to communicate private and public, or try to communicate private and private. What we decided is to give directly the information to the patient, and he will coordinate
the public and the private. À travers une That plateforme. means a project that we name and we started, Blue Button Project. So me as a citizen, I can push the blue button of my personal public health record, and I can download my European patient summary in a structured way, and I can share this with the site. Okay? And now we are trying to do the same with the private sector. So we want to force them to develop the blue button in the health sector, in the private health sector, and then to merge the 2 or 3 European patient summary. It will be my personal health record. Dernière question pour vous, Joanne. Quels sont les facteurs de succès qui vous permettent de mener à bien ces projets? Et dans un temps, vous me disiez tout à l'heure, 2 ans simplement pour cette communication médicale et paramédicale, dans un temps aussi court. Quelles sont vraiment les clés de succès, les facteurs de succès? Not the resources. The main important thing is the vision and to establish which objective we want to achieve and put the technology and the resources in this direction, not à l'inverse. Donc une vision et une stratégie. Et au niveau de la gouvernance, vous faites comment? Bien sûr. We have a national health systems and we need a national health platform to manage this national health system. And that means vision, strategy and resources. That's all. Merci beaucoup à tous pour toutes ces informations. On voit des stratégies qui sont différentes, mais très souvent complémentaires quand même, public, privé, et ici ou ailleurs. Si on peut se donner, on a un petit peu de retard, mais on peut se donner 2 ou 3 minutes si vous voulez poser toutes les questions. Il reste avec nous, professeur Antoine Piot. On vous apporte un micro tout de suite. Thank you very much, it's very inspiring. Et là, tout de suite, j'ai envie d'aller travailler en Catalogne. Du coup, j'ai une question pour mes collègues français. La télésurveillance médicale, il n'y a pas le même problème qu'avec la téléconsultation, ça ne remplace rien, puisque ça répond à un besoin qui n'est pas couvert. Entre 2 consultations, le patient il peut mourir 10 fois, je ne suis pas au courant. En France, ça ne fonctionne pas. Les 3 plus grands centres de télésurveillance médicale en cardiologie, ils suivent 500 patients chacun. C'est proche de 0. Et je pense que ça ne fonctionnera pas. Parce que, monsieur l'a dit, il faut un seul plan de soins unique par patient. Un insuffisant cardiaque, ce n'est pas un patient. Un diabétique, ce n'est pas un patient. Et juste un exemple, un diabétique âgé, il est insuffisant cardiaque, il est hypertendu, il est insuffisant rénal. Donc comment ça se passe? Il est suivi par 4 équipes différentes, avec 4 plateformes différentes. On lui demande à chaque fois les mêmes choses. Il a des objets connectés sur chaque plateforme et il est financé séparément pour ces 4 pathologies. Donc je pense que c'est une avancée bienvenue, mais pour le coup, on s'est basé sur un modèle ancien, obsolète, dont on a prouvé l'inefficience. Comment se fait-il qu'on reparte sur les mêmes erreurs? La charge est importante sur la télésurveillance. Je reconnais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça a été expérimenté par le programme ETAP, qui effectivement a inclus des fils actifs de patients. Alors un petit peu plus que ça quand même, les fils de patients qui ont été inclus dans ETAP. Ça restait un travail expérimental, mais nous on est convaincus que ça doit avancer, que ça doit progresser, la télésurveillance. Effectivement, vous l'avez bien décrit, c'est une offre de soins qui est totalement complémentaire de celle qui est réalisée en physique et qui a le potentiel de prévenir des hospitalisations évitables en ayant un suivi extrêmement rapproché et en permettant de recueillir beaucoup de données. Maintenant qu'on est d'accord sur l'objectif, la question des moyens, là, effectivement, on est un peu encore au milieu du gué. Alors, on sort d'étape. On va généraliser maintenant la télésurveillance. C'est imminent. Ça va avoir lieu dans 3-4 jours. C'est le 1er juillet, cette bascule dans la télésurveillance qui va être généralisée. C'est un nouveau processus puisqu'il faut se faire référencer maintenant auprès de la HAS pour avoir le droit d'être une solution référencée. Mais elle va être solvabilisée quand même par la sécurité sociale. Ça me semble être une avancée majeure. Généralisés avec des forfaits qui vont rémunérer d'une part ceux qui fournissent ces plateformes et des forfaits qui vont rémunérer les professionnels de santé. Maintenant, la question que vous posez, elle tourne autour de
quel champ de la télésurveillance et comment s'assurer de leur complémentarité. Pour moi, la réponse, elle se trouve aussi dans l'accompagnement du patient avec plusieurs équipes de soins. Effectivement, il y a des patients âgés qui ont beaucoup de pathologies et qui sont suivis par plusieurs spécialistes. Là, effectivement, si chacun fait quelque chose en silo dans son coin, déjà, on a une prise en charge avant la télésurveillance qui n'est pas optimale. Donc, il y a un travail de partage entre les professionnels de santé et c'est aussi le rôle du médecin traitant que de s'assurer un peu de cette coordination. Ce n'est pas les patients âgés. Hein. Vous prenez un CHU, les plus de 60 ans, ils sont suivis par 2 à 3 équipes différentes. 60 ans n'est pas âgé. Donc, c'est tous les patients. Le patient monopathologique, il n'existe pas. Donc, on s'adresse à des patients qui n'existent pas. Oui, allez-y, si vous vouliez répondre, Antoine Piot. Le patient monopathologique, il n'existe pas. Écoutez, je pense qu'on a quand même observé qu'il y avait des cas, en tout cas, pour le moment, la télésurveillance, elle s'ouvre sur 5 pathologies. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le cancer, le suivi de la santé mentale. Mais là où elle est le plus avancée, j'en ai oublié une 5e, voilà, j'ai un petit trou de mémoire, là où elle est le plus avancée, c'est sur l'insuffisance cardiaque. C'est là qu'on a eu les premières avancées. C'est là que les sociétés de cardiologues se sont le plus penchées sur le sujet pour travailler en équipe. Bien sûr, quand on a un patient qui est insuffisant cardiaque, il peut avoir d'autres pathologies. Il est souvent évidemment hypertendu et il nécessite d'être suivi par d'autres spécialistes que l'équipe de cardiologie. Mais ce qu'organisent les équipes de soins spécialisées en cardiologie, ça c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas encore véritablement lancé dans les usages, qui a été expérimenté. Il va falloir que les spécialistes négocient avec l'assurance maladie pour bien cadrer le dispositif. Mais ce dispositif-là, il peut s'appuyer sur de la téléconsultation. Il implique des paramédicaux. Il est censé faire le lien avec le médecin traitant, avec les autres spécialistes et s'assurer qu'il y a une congruence entre les outils de télésurveillance qui sont utilisés et les professionnels de santé qui sont impliqués dans le parcours de soins. On ne va pas avoir du jour au lendemain des solutions totalement toutes interopérables les unes avec les autres et des professionnels de santé qui se trouvent par magie sans avoir à se coordonner. La coordination, elle prend du temps. L'outil de télésurveillance, il doit permettre d'y répondre. Il y a une question d'interopérabilité des plateformes. Déjà, commençons par la lancer sur les champs où elle est le plus mature, la cardiologie. Rembourser, ça permet de soutenir les industriels, de continuer à travailler sur le sujet. C'est une démarche qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense qu'on est en train de l'enclencher. Joan Goniaben, j'aimerais bien avoir votre sentiment dessus sur cette question que pose le professeur Antoine Piot. Effectivement, sur une pathologie, en réalité, sur certains malades, on va avoir 4 ou 5 équipes médicales différentes qui vont suivre cette même personne. Et je ne parle même pas du médico-social à côté ou des travailleurs sociaux. Comment est-ce que vous envisagez, vous, cette question dans ces outils digitaux que vous voulez développer par patient? For me, it's clear. What we have to do in the health sector is to implement the CRM tools. So all the companies are working with a tool that allows them to design protocols, proposals, pathways, and then help them to work through this pathway. In the health sector, I don't know any experience using a tool like the CRM that all the companies that works birth the client. All the companies are using these tools to call us, to offer us things for easy, not complex process. We have the most complex process to attend the client. The medical process is very complex. There are a lot of professionals that interview. So we need sophisticated tools to coordinate the work using the pathway. So my vision is we have to introduce these kind of tools in our organizations. Je rebondis très rapidement là-dessus. C'est l'objectif de mon espace santé à terme. C'est là que doivent se rassembler tous ces outils. Ils répondent aux mêmes normes. C'est le Ségur, c'est le projet. C'est d'arriver à ce que les outils des professionnels de santé, demain les plateformes de télésurveillance, elles arrivent au même endroit pour les patients. Ça, c'est mon espace santé version patient, et qu'elles alimentent le dossier médical partagé des patients, ce qui fait que tous les professionnels de santé qui travaillent autour d'un patient peuvent consulter ce dossier médical partagé. Donc si un patient a plusieurs pathologies, il va être insuffisant cardiaque, il utilisera peut-être une balance connectée qui va donner des données qui alimenteront mon espace santé. Et un autre professionnel de santé va pouvoir le suivre aussi avec ces données-là, et peut-être que l'autre plateforme qui sera utilisée, elle va se déverser au même endroit. Donc normalement,
la vision, et je ne dis pas qu'on va y arriver demain, hein, je vois que vous souriez, mais la vision, c'est d'arriver à ce que tout arrive sous le même toit. C'est mon espace santé grâce au Ségur. J'adore le côté décomplexé des Catalans qui osent parler de CRM sur une table ronde autour de la e-santé. On va se dire Salesforce, il y a un nouveau marché à aller prendre pour eux. D'autres questions, remarques, madame? Bonjour, Sylvie Cabane de la RS Occitanie. J'ai 2 questions. Alors, la première, c'est concernant les dispositifs médicaux numériques. Donc, il y a les thérapies digitales et de télésurveillance qui ont aujourd'hui donc l'entrée dans le droit commun et puis le dispositif PECAN, d'accès au marché anticipé. Mais pour les dispositifs médicaux numériques, par exemple de bilan ou de diagnostic, ces dispositifs, vous avez expliqué que c'était des outils au service des professionnels pour permettre leur diagnostic. Mais cependant, il y a des actes de soignants qui sont réalisés et tous ne sont pas remboursables. Je prends un exemple qu'on a présenté hier lors d'un atelier que j'ai animé. C'est un projet qui s'appelle Sois l'EHPAD, qui a été financé par la RS Occitanie pour financer les acteurs de santé et par la région Occitanie pour financer l'entreprise, parce que nous, on ne sait pas financer les entreprises. Et la RS, par contre, sait financer les acteurs de santé pour co-construire une solution une solution numérique qui permet de faire le bilan des troubles de la déglutition à distance. Et aujourd'hui, ce bilan, il est remboursé en présentiel, mais il n'est pas remboursé conventionnellement. Hein, donc, il n'est pas remboursé parce que tous les bilans, suite à la dérogation Covid, tous les premiers bilans ne sont pas remboursables. Donc, il faut qu'ils soient obligatoirement présentiels. Or là, la preuve a été faite. Les premières études en vie réelle font la preuve que c'est réalisable. Et donc, est-ce que conventionnellement, ça peut être remis sur la table pour que cet acte puisse être remboursé? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ce sera sur la prévention, puisqu'on est le ministère de la Santé et de la Prévention. Et donc, pour basculer le système, est-ce qu'un jour, l'assurance maladie est-ce qu'on sera financé finalement pour un bon comportement vertueux, pas à partir de 65 ans, hein. C'est dès 20 ans, parce qu'on aura les bons comportements. Est-ce que finalement on sera financé non plus pour le soin, mais parce qu'on on fait de la prévention et on pratique individuellement la prévention. Alors, Artus de Cormy, sur la première chose, remboursement effectivement de ce qui se fait en digital versus ce qui se fait en physique. C'est ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire que le processus de remboursement, il passe par d'abord l'étape d'une évaluation de ce dispositif de déglutation par la HAS. Donc ça, il va falloir un moment que le protocole soit transmis à la HAS, qu'il y ait une évaluation. Est-ce que la technologie, elle fonctionne? Oui. Est-ce qu'elle améliore le diagnostic? Comment est-ce que ça se passe avec le médecin qui faisait normalement cet acte en présentiel? S'il le fait à distance, qui assiste la personne? Tout ce protocole-là, s'il est bien clair, il y a normalement un processus d'évaluation. Alors après, je renvoie la balle vers nos collègues de la HAS, puisque c'est à eux de se prononcer. Une fois qu'ils se prononcent et qu'ils disent ça marche, c'est très bien, c'est super, eh bien nous, on discute ensuite de son admission sur la liste des produits et des prestations remboursables. On lui donne un tarif et on permet à ce que on puisse les acheter. Alors ce serait, j'imagine, plutôt les établissements qui en feraient l'acquisition, mais qu'on vienne financer d'une manière ou d'une autre ces acquisitions. Mais il faut d'abord qu'il y ait une évaluation de la HAS. En tout cas, ça me paraît être la prochaine étape. Et bien sûr que ces sujets-là d'aide au diagnostic, d'aide à la consultation à distance, ils sont très innovants et ils vont permettre de pallier beaucoup des problèmes qu'on a d'offres médicales. Alors, deuxième question, on était sur la prévention. La question de l'acte, parce que le dispositif médical, on sait qu'il y a la HAS. Attends, vous ouvrez le micro, là. C'est bon. Il y a, avec le dispositif médical, il y a tout le dispositif de la haute autorité qui va analyser. Mais c'est l'acte soignant, l'acte de l'orthophoniste qui aujourd'hui ne peut pas être réalisé. C'est là parce que même si le dispositif est remboursé, les orthophonistes ne vont pas travailler gratuitement. Donc aujourd'hui, ça n'est pas reconnu. Donc est-ce que une fois que la HAS a validé, est-ce que ça peut rentrer dans le discours conventionnel? Parce qu'il est reconnu présentiellement, mais à distance. Très vite, on ne va pas rester uniquement sur ce cas particulier, parce que je vois qu'on dépasse un peu l'heure avec le déjeuner. Je complète rapidement là-dessus, puis sur la deuxième question sur la prévention. Oui, ça aurait vocation, comme aujourd'hui on aura un forfait pour les professionnels de santé qui accompagnent la télésurveillance. Donc c'est un forfait, ça va être par patient. C'est pas un acte normal, c'est un nouvel acte, c'est un forfait. Donc ça pourrait faire partie totalement de l'intégration de cette offre dans l'offre de soins
que de faire évoluer la nomenclature pour que ce soit plus forcément un acte, mais peut-être un forfait d'accompagnement qui repose sur cet outil de télésurveillance. En tout cas, c'est totalement possible. Mais c'est un peu hybride entre la télésurveillance, de ce que je comprends, et un outil d'aide diagnostic. Non, je vois des noms dans la salle. Alors, j'ai pas compris je vous propose, vous le verrez après tous les deux. Prévention, rapidement, pour clore définitivement cette session. Ça, c'est une question historique aussi, qui revient pour l'assurance maladie. Est-ce qu'on pourrait rembourser les séances de sport, les fruits et légumes, les balades dans la montagne au plein air? Si on commence à faire ça, on va finir par les vacances au ski. J'ai plus compris que c'était un système de prévention plutôt. Mais de remboursement de la prévention sur toute la vie, ou en tout cas de bonus qu'on donnerait au comportement vertueux. Dans les faits, on va commencer quand même à faire un petit peu bouger les lignes sur le sujet. Là aussi, je fais un petit spoiler, mais on va ouvrir la porte au remboursement de l'activité physique adaptée. Ça va être une première, voilà. Donc ça sortira très bientôt publiquement, dans un cadre très précis, parce que là aussi on veut faire attention. Il y a des cas où ça va être très important pour des patients, notamment atteints de diabète ou de cancer, ça va les remettre vers une activité physique. On n'a pas vocation à remplacer les cours de gym que je pourrais avoir moi de mon côté, ou des gens qui n'ont pas forcément de pathologie chronique, qu'on rembourse tous les abonnements sportifs. Il faut que l'assurance maladie doit d'abord rembourser les gens qui sont malades. Et il y a beaucoup de besoins pour des pathologies. Il y a des traitements nouveaux qui arrivent tous les jours. Il y a des investissements à faire dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce champ-là. La prévention, bien sûr qu'il faut l'inciter. Le numérique, il y répond grandement. Nous, on va favoriser toutes ces applications d'aide à la prévention. On va en faire la publicité, on va les labelliser, on va inciter les patients à les utiliser. On va rémunérer mieux les actes des professionnels qui font des actes de prévention. Pareil, la santé bucco-dentaire, je pense qu'il faut revaloriser, et on est en train de le discuter avec les dentistes, les actes de prévention plutôt que les actes de remboursement de prothèses. Il y a un phénomène de vase communicant à organiser pour que les actes de prévention, l'accompagnement de prévention soit plus rémunérateur, plus attractif pour les professionnels que le soin, mais in fine, rembourser directement des assurés parce qu'ils achètent des légumes ou qu'ils vont faire du sport, ça me paraît être encore un peu avant-gardiste. Voilà, et sachez en tout cas, que pour clore cette session, que l'Université TT de la e-santé prend soin cette année, fait un acte de prévention extrêmement important, parce que je tiens à vous signaler que nous sommes passés de 2 fois le chariot de glace, 2 jours de rang, à une seule fois le chariot de glace, et le second jour, c'est une salade de fruits cet après-midi. Voilà. Merci à tous nos participants autour de cette table ronde extrêmement large sur à la fois la Sécu en France et puis ce qu'on a vu en Catalogne et les acteurs privés. Voilà, bonne continuation et soyez là cet après-midi pour les remises des prix des trophées de la e-santé 2023.